Bonsoir et bienvenue dans votre 18h politique. Très heureux de vous retrouver comme chaque semaine. Et bonsoir à vous, Sarah Ellery. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, voici votre carte d'identité, cadre dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes à 27 ans, la nouvelle présidente du MoDem en Loire-Atlantique, un poste qui a resté longtemps vacant avant votre nomination début février. C'est donc vous qui avez la responsabilité donc de diriger le mouvement dans une période charnière cette année qui nous sépare de la présidentielle et des législatives. Vous allez nous expliquer quelle est votre stratégie pour peser sur l'échiquier politique, quel est le poids politique de votre fédération également dans le département et la façon dont vous abordez finalement personnellement votre responsabilité. Mais avant cela, l'information politique de la semaine, information toujours dominée par le mouvement social contre la loi travail, encore plusieurs milliers de manifestants aujourd'hui dans les rues de Nantes, dans deux cortèges distincts, il faut le souligner, un rassemblement dans le centre interdit par le préfet et un autre plus éloigné à l'est de la ville avec les syndicats. C'est ce rassemblement que l'on voit sur ces images. La contestation se poursuit donc contre cette loi à laquelle vous vous opposez également, si j'en crois vos commentaires sur Twitter. Vous dénonciez il y a encore quelques jours la taxation des avantages aux salariés, un grave recul social au détriment de 20 millions de salariés, article 28 bis qui a depuis été retiré. Et le même jour, vous qualifiez cette loi d'inacceptable et honteuse. Je refuse de payer la facture d'une guerre d'ego, disiez-vous. Ce sont des points particuliers qui vous font réagir ou c'est d'une manière globale une loi qui est mal faite ? Non. En fait, pour moi, une réforme du Code du travail est nécessaire. De manière très, très sincère. Aujourd'hui, on le sait tous, il faut faire quelque chose, il faut réformer. Mais la première monture, dans la philosophie, ça allait. Ensuite, cette loi a été vidée petit à petit de son sens, petit à petit. Et puis, on a commencé à faire du bricolage. Ce qui donne aujourd'hui un texte qui n'a plus de sens, qui n'a plus de forme et qui répond plus à rien. Et ce qui m'a le plus embêté, c'est pas tellement la réflexion sur la réforme, parce que la réforme, on est favorable, il est nécessaire de faire une réforme, mais c'est sur la forme. C'est enfin, moi je suis juste outrée. Mais on reste sur le fond, ça veut dire qu'il faut retirer cette loi ? Non, ou la retirer, non. Ah bon ? Non. Elle n'a plus de sens, mais il faut la garder ? Mais aujourd'hui, sincèrement, la retirer, la laisser, l'idéal, ça serait de réouvrir la discussion. Si elle ne sert à rien, il faut la retirer. Si elle sert à quelque chose, on la garde. Je vois où vous voulez en venir. L'idéal, ça serait de réouvrir la discussion. Donc la retravailler et la renégocier. Ça serait l'idéal. Parce que si on retire, à quel moment on recommence un travail sur une loi travail nécessaire, une réforme nécessaire ? Si on la laisse telle qu'elle, elle n'est pas suffisante. Elle a été vidée. Donc, ça ne convient pas non plus. Et cette semaine aura donc été marquée par le blocage des raffineries, la pénurie de carburant. Sur les réseaux sociaux, on a vu apparaître cette image. Je suis en panne d'essence, utilisation un peu limite du symbole Charlie. Une situation que vous dénoncez, même si vous êtes en désaccord, on l'a bien compris, sur une partie du texte. Vous estimez que la CGT empêche les salariés d'aller travailler et qu'il les pénalise. Bruno Retailleau, le patron Les Républicains de la région, s'en amuse avec cette carte et ce commentaire. Ceci n'est pas une pénurie, en référence sans doute à l'œuvre de René Magritte. Ceci n'est pas une pipe. Ouest France compare le duel entre le gouvernement et la CGT à un combat de tauromachie. La situation est telle que Goulven Boudik, professeur de sciences politiques à l'université de Nantes, estime sur Facebook que Valls doit démissionner, qu'il n'y a plus guère d'autres solutions. La démission du Premier ministre, c'est aussi ce que vous demandez ? Je ne le demande pas, mais pourquoi pas ? On a tendance à demander assez rapidement des démissions. Non, ça changera pas grand-chose. Il a essayé de le faire. En fait, le 49.3, aujourd'hui, c'était possible si les députés socialistes avaient eu le courage d'aller au bout de la motion de censure. En fait, la démission, il l'a déjà mise sur la table. Mais personne n'a eu le courage d'aller au bout et de lui dire au revoir. Finalement, vous êtes contre le gouvernement, contre cette loi, contre la façon de fonctionner, contre la CGT ? Pas contre la CGT, parce que, en fait... Contre les méthodes de la CGT, quand même. Oui. Les méthodes, tout à fait. Par contre, c'est dans le rôle d'un syndicat, aujourd'hui, est de protéger les salariés, de faire évoluer dans le bon sens. C'est pas de bloquer tout le monde. La méthode ne me convient pas. La méthode ne convient pas. Après, qu'ils revendiquent, oui. Mais quand les manifestations n'aboutissent pas, vous ne dites pas que c'est un bras de fer qui est nécessaire ? Moi, j'irais un peu plus loin. Aujourd'hui, c'est le rôle du gouvernement
de faire quelque chose. C'est eux qui sont responsables de cette situation. Si la loi avait été débattue à l'Assemblée nationale, si on avait suivi un processus démocratique normal, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors l'ironie de l'histoire, c'est que pendant ce temps, le chômage continue de baisser, moins 0,6% au niveau national. Dans la région, le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 2% sur un an. Ça va mieux ? Les astres sont dans le bon sens. Aujourd'hui, l'économie mondiale est en train de repartir sur un axe de croissance. Si en France, on a des chiffres qui s'améliorent 2 mois d'affilée, ce qui est quand même, il faut le souligner, c'est bien. On peut être que content. Mais, donc la courbe s'inverse ? Peut-être, oui, il faut continuer à voir dans le temps si ça dure, mais c'est en rien le fruit des réformes de François Hollande. S'il avait été plus loin, s'il avait fait les vraies réformes qui sont nécessaires, on en profiterait encore plus. Je pense à l'Italie. L'Italie, ils en profitent plus. Aujourd'hui, c'est juste, ils profitent d'une situation mondiale qui est en train de se rétablir. Également dans l'actualité cette semaine, une chaude ambiance au conseil municipal de Saint-Nazaire qui se retrouve, hélas, sur Twitter. C'est l'adjoint PS Christophe Cotta qui le raconte. Le FN compare les socialistes à des ragondins nuisibles. Même rhétorique que les nazis contre les juifs en qualifiant le conseiller frontiste Gauthier Boucher de facho. L'intéressé lui a répondu toujours sur les réseaux sociaux en demandant la démission du faussaire. Christophe Cotta, insulte contre insulte, est ce qu'on appelle une utilisation raisonnée et respectueuse des réseaux sociaux. Et puis la consultation sur le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes approche à grands pas, ce sera le 26 juin, dans un mois. Opposants et partisans se mobilisent. Vous-même, vous annoncez que vous allez faire campagne pour le non et pour une alternative, à savoir l'optimisation de Nantes Atlantique. Précisément, la Commission nationale du débat public était cette semaine à Nantes pour rencontrer les uns et les autres. Le député socialiste Denis Grimbourg estime que cette procédure et ce référendum vont permettre de poursuivre le renforcement de notre démocratie. Ouest France raconte l'initiative de Maurice Perrion, le président de l'association des maires du département, qui appelle les maires à se positionner en faveur du projet d'aéroport. Un collectif dénonce un mélange des genres. C'est une méthode qui vous choque, ça ? Elle me plaît pas. Ouais. Elle me plaît pas. Je pense que c'est pas le rôle d'un président de l'association des maires. C'est une association apolitique. C'est une consultation qui vous plaît là, sur le fond, sur la forme. C'est une bonne chose de consulter les habitants et de cette manière-là ? Oui. Alors pour moi, oui. La consultation, on l'a demandé dès 2008. Ce que je regrette, c'est le délai. On la demande depuis 2008, elle arrive en 2016. Donc elle arrive bien trop tard. Elle arrive trop tard. Mais beaucoup trop tard. Et la deuxième chose, c'est le territoire. Alors, je me demande même si le gouvernement pouvait faire une consultation juste sur Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que ça aurait été possible ? Non. Aujourd'hui, si c'était vraiment le grand aéroport du Grand Ouest, pourquoi les Bretons n'y votent pas ? Pourquoi les Vendéens n'y votent pas ? Pourquoi les Mayennais ne peuvent pas s'exprimer ? Donc, le territoire ne convient pas. Mais c'est quand même bien de consulter. Alors, c'est un dossier intéressant, Notre-Dame-des-Landes, pour le MoDem, précisément, parce que vous êtes finalement opposé à ce projet. C'est une position à part dans la majorité régionale. Les Républicains, l'UDI, ils sont favorables. C'est un détail, ça, à vos yeux, dans la solidification de votre... Finalement, vous êtes dans la même position qu'Europe Écologie et Verts avec le Parti Socialiste. Quelle comparaison. Non. Non, parce que en fait... sur ce dossier-là, c'est précisément la même chose. Sur ce dossier-là, oui. Mais plus globalement, en fait, c'est plus sur la position globale. Oui, sur ce dossier-là, oui, on est exactement dans la même situation. Aujourd'hui, il y a eu le respect sur les dernières régionales. On a parlé du sujet. Il y a eu un respect, une ouverture d'esprit de Bruno Retailleau. Au vœu de la région, les élus se sont abstenus. Donc, n'ont pas voté dans la majorité. Notre-Dame-des-Landes, pour le MoDem, c'est un sujet ancien. On l'a toujours travaillé. On l'a travaillé depuis 2008 et la position a petit à petit évolué. Donc, on en est convaincu. L'optimisation est la meilleure solution aujourd'hui. Mais ça n'aura pas d'incidence sur cette année charnière pour le parti à l'approche des législatives, de la présidentielle. Ça ne jouera pas, ça, d'après vous, ce différentiel. Si ce différentiel devait jouer, c'est qu'on ferait de la petite politique. Il est nécessaire que chacun garde son identité. Le MoDem est un parti indépendant. On est un parti autonome. La fédération a voté, la fédération s'est positionnée. À 27 ans, vous avez donc la lourde tâche de mener les troupes du MoDem dans cette année cruciale, les législatives, la présidentielle. C'est une étape importante pour l'avenir de votre fédération, j'imagine. Oui, bien sûr. Vous avez combien d'adhérents aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on est entre 300 et 350 adhérents à jour de cotisation. En Loire-Atlantique, en Loire-Atlantique. Ça a beaucoup baissé. Il y a une époque, en fait, à une époque, on était bien plus nombreux. Là, c'est en train de reprendre. J'ai plutôt des nouvelles adhésions et des gens qui réadhèrent. Parce qu'il y a ce phénomène-là. Des gens qui nous ont quittés pendant un peu de temps et qui reviennent. Et combien d'élus ? Aujourd'hui, nous avons sur la Loire-Atlantique une élue régionale et nous avons une douzaine d'élus conseillers municipaux. Et dans ce contexte-là, vous estimez que vous êtes en force, en ordre de bataille pour aborder cette année ? Il y a une construction, il y a une dynamique. Après, on a toujours envie d'être plus fort, on a toujours envie d'être plus nombreux, mais ça se construit et on est en train de construire nos fondations. Oui. Alors, ce qui est étonnant de votre part, c'est que vous étiez à l'UMP en 2006, dans la dynamique de Nicolas Sarkozy, et puis vous avez changé. Comment on peut changer de l'UMP, les Républicains aujourd'hui, pour aller au MoDem? Enfin, c'est quand même parfois étonnant. Ah, bah ça s'explique. Vous avez changé de conviction ou... Non. En fait, c'est pas moi qui ai changé de conviction. En 2006, j'ai adhéré à une dynamique, à une envie de m'engager. J'y croyais, je pensais vraiment que c'était possible. Et j'ai pris énormément de plaisir à travailler de 2008 jusqu'au discours de Grenoble. En fait, le discours de Grenoble, le discours de Nicolas Sarkozy à Grenoble, pour moi, c'était un point final. À ce moment-là... Pourquoi ? Parce que le parti, c'est la ligne Buisson. Ouais. Donc le parti ne me représentait plus, je ne me retrouvais plus dans ce parti-là. Beaucoup trop radical. Ouais, et c'était aussi, à l'époque où je militais, parce que j'ai vraiment milité, c'était majorité présidentielle. Il y avait plusieurs courants de pensée, il y avait plusieurs personnalités fortes. Le jour où j'ai rendu la carte, j'ai juste arrêté d'adhérer parce que ce n'était plus ma ligne de pensée. Je suis foncièrement de centre droit. Il était, pour moi, c'était la fin. Et c'est pas pour autant que j'ai arrêté de militer, donc j'ai continué. Et un jour, j'ai rencontré une équipe dynamique, des gens qui m'ont dit on est en train d'écrire un programme. Et là, vous vous êtes impliqué dans les municipales en 2014, donc. Exactement. Pour adhérer en 2015 seulement. Oui. Au MoDem et en devenir la présidente de la fédération un an plus tard. Exactement. C'est éclair quand même, hein. C'est surprenant. Oui, ça peut surprendre. Ça m'a même surpris moi-même, parce que c'est une confiance qui a été donnée, mais qui a été construite sur peu de temps. C'est une confiance qu'il faut faire durer dans le temps. Alors, le MoDem, c'est un parti, les Républicains, c'est un autre parti, mais les MoDem s'impliquent dans la primaire des Républicains. Alors, François Bayrou l'a clairement affirmé, il soutient Alain Juppé, il a confiance en lui. Vous, début mai, vous étiez aux côtés de Bruno Retailleau pour soutenir également Alain Juppé. Vous vous retrouvez dans ce profil-là, c'est finalement plus proche du MoDem que de la ligne sarkozyste. Oui. Ouais. Pour être clair, oui. Mais quel est l'intérêt de se mêler finalement des histoires des internes du parti en interne des Républicains? On ne se mêle pas. En réalité, il n'y a pas de candidat. Il n'y a aucun candidat MoDem dans la primaire de la droite et du centre. Vous donnez quand même votre soutien personnel. Ouais. Chaque personne, en fait, dans ma fédération, la fédération n'a pas pris de position. Mais cette primaire aura des incidences sur les mois à venir, sur les législatives, sur la présidentielle. Tout à fait. En clair ? En clair, si Alain Juppé gagne la primaire, il y aura... François Bayrou a pris une position, donc il soutiendra la candidature présidentielle d'Alain Juppé. Si Alain Juppé ne gagne pas la primaire, on est libre de mener une présidentielle ou de réfléchir à autre chose. Et cette logique-là se fait aussi pour la législative. Il y aura peut-être des candidatures communes avec les autres partis de droite si, effectivement, c'est le mouvement d'Alain Juppé qui l'emporte. Alors, pas que. La réflexion sur les législatives, c'est sur le territoire. Et donc, du coup, il y aura une partie de négociation, ça c'est plutôt bien, je le vois arriver. Cependant, les négociations n'aboutiront que s'il y a un respect et des valeurs et du poids politique de chacun et du respect de l'identité de chacun. Donc si les négociations respectent tout ce cadre-là, peut-être que ça se fera. Le centre, le MoDem a sa place à jouer là, dans la politique locale, avec très peu d'élus, mais vous avez envie de prendre un peu plus de place. Oui, parce que peu d'élus aujourd'hui, c'est en construction. On a participé à la victoire des Pays de la Loire. Ça a été une étape. Donc vous attendez le retour. D'une certaine manière. Merci beaucoup Sarah El-Haïry, merci à toute l'équipe d'avoir réalisé cette émission. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, même heure, même lieu sur Antenne de Télé Nantes. Très bonne soirée.